sommaire de ce journal, la célébration de la Journée mondiale de la radio ce jeudi 13 février 2025. Notre pays, qui est l'un des pionniers africains en matière de libération des ondes, dispose aujourd'hui de plus de 500 radios. Ces radios commerciales ou communautaires ont de la peine à tirer leur épingle du jeu. Les raisons et le statut des radios au Mali dans ce journal-là. Il sera également question de renforcement de capacité d'une trentaine d'acteurs de l'éducation sur la santé mentale et le soutien psychosocial. C'est une initiative du projet Créer des environnements d'apprentissage sûrs, favorables et résilients pour sauvegarder les droits des enfants à l'éducation en période de conflit et de crise au Sahel, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de ce jeudi 13 février 2025. Et comme chaque 13 février, le monde célèbre la radio. Notre pays, qui est un des pionniers africains en matière de libéralisation des ondes, ne reste pas en marge. Le Mali totalise aujourd'hui plus de 500 radios. Ces radios, commerciales ou communautaires, ont de la peine à tirer leur épingle du jeu. Ceci, malgré que la radio s'est imposée comme un partenaire privilégié et un acteur incontournable dans le quotidien de nos ménages. À l'occasion donc de la Journée internationale de la radio, nous avons rencontré quelques acteurs du monde radiophonique. Voyons avec Alocéne Touré l'évolution de certaines conditions de travail des radios. À son siège situé au quartier Hippodrome, Radio Bamakan, la première radio libre du Mali, les équipes se relaient à l'antenne. Fanta Diallo, une des plus anciennes de la station, nous accueille dans ses studios. J'ai commencé animatrice depuis la création de Bamakan en 1991. La radio Bamakan, c'est une association. D'abord, son premier nom, c'est Association Radio Libre Bamako. Par la suite, on a donné le nom Bamakan. Bamakan qui veut dire la voix du Kafou. La Kafou qui est Bamako, la cité de Bamako. Donc c'est une radio associative. Bamakan, d'abord, est là pour faire la promotion de nos langues. Quant à la radio, elle se démène tant bien que mal, même si les dernières mesures gouvernementales s'annoncent difficiles pour Bamakan l'associative. Nous, on est avec des partenaires, des sponsors et tout. Maintenant, les partenaires sont presque partis. Et ensuite, il y a eu la crise du Covid. Ensuite, il y a la crise qui est là. Et l'électricité. Donc il y a tout un tas de problèmes. Le groupe Renouveau possède également plusieurs radios commerciales et non commerciales. La radio, selon l'administrateur du groupe, vit de ses activités mais se heurte à un environnement économique impacté par la crise. Notre radio, la station mère, est une radio commerciale. Donc nous en avons une autre à Ségou qui est pratiquement la succursale de la principale, donc qui relaie alors la plupart de notre programme à Bamako. Donc on se dit avec ce statut, bon, c'est un peu difficile avec les nouveaux tarifs imposés aux organes de presse. Les radios commerciales d'abord, qui sont dédiées uniquement surtout à faire des revenus, à générer des revenus. Maintenant, il y a de l'autre côté les radios non commerciales. Dans cette catégorie, on retrouve les radios communautaires, les radios associatives et les radios confessionnelles. Oui, les radios associatives, les radios confessionnelles, les radios communales, c'est tout ça là qu'on appelle radio non commerciales. Toutes celles qui n'ont pas pour vocation de chercher le lucre, voilà, qui ont une mission précise, soit d'information générale ou qui se dédient, par exemple, à la promotion d'une religion. Toutes les radios peuvent faire de la publicité, sauf que le temps, le volume horaire destiné à la publicité est différent selon qu'il s'agisse d'une radio commerciale ou d'une radio non commerciale. Exister, oui, mais dans quelles conditions? Les derniers arrêtés interministériels laissent-ils une chance aux radios libres du Mali
Là encore, les avis divergent. La radio, vectrice de changement social, multiplicatrice d'idées et d'innovations, est loin d'avoir dit son dernier mot. Elle garde en effet une place importante dans le cœur de ses auditeurs. Et la radio reste animée par des journalistes et des animateurs. Et la Maison de la Presse, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis, renforce les capacités des journalistes de Ségou à travers 2 sessions de formation sur la communication en période électorale et la désinformation, mésinformation et malinformation. L'ouverture de la première session, qui constitue le lancement de cette série de formations, rassemble une vingtaine de participants de divers organes de presse de la cité des Balanzas. Les précisions avec Honoré Tchenou et Cheikh Tangara. En substance, il s'agit pour la Maison de la Presse de sensibiliser des journalistes sur la communication en période électorale. C'est là pour une meilleure vulgarisation des textes électoraux, une sensibilisation et éducation responsable de l'électorat à travers des productions médiatiques, entre autres. Il est toujours bon de renforcer les capacités des hommes des médias, surtout pour des sujets sensibles que sont les élections. Donc un atelier de formation qui regroupe les acteurs des médias et les acteurs de la société civile est un monde de données et de recevoir, de renforcement des capacités. Le ton est ainsi lancé pour les 2 sessions successives relatives aux élections et à la désinformation, la régularisation de la communication et des médias, cadre législatif, réglementaire et technique, l'éthique et la déontologie du journalisme et reportage en période électorale sont entre autres thématiques abordées au cours de ces premiers ateliers. Les 2 thématiques choisies pour ces sessions résonnent profondément avec la situation actuelle de notre pays. Il s'agit notamment du rôle des médias dans la prévention et l'apaisement des tensions socio-politiques en période électorale. Des journalistes formés à la vérification des faits et à la médiation sociale permettent de désamorcer des crises électorales et post-électorales face à des campagnes massives de désinformation sur les réseaux sociaux. L'organisation de cet atelier entre dans le cadre de la prévention et de l'apaisement des tensions sociopolitiques avant, pendant et après les élections. L'atelier est une initiative de la Maison de la Presse en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Je vous le disais dans les titres, l'Institut international de l'UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique forme une trentaine d'acteurs de l'éducation nationale. L'objectif est de renforcer les capacités de ces acteurs en matière de santé mentale et de soutien psychosocial. Le programme de formation est mis en œuvre au Mali par le projet intitulé créer des environnements d'apprentissage sûrs, favorables et résilients pour sauvegarder les droits des enfants à l'éducation en période de conflit et de crise au Sahel, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Un projet financé à hauteur de 700 millions de francs CFA par le gouvernement japonais. Le compte rendu de Soumaou Aïdara. Comment apprendre quand l'esprit est en détresse? La santé mentale des élèves est un enjeu crucial, laissant les enfants vulnérables à l'échec scolaire. C'est pour répondre à cette préoccupation que les acteurs de l'éducation nationale renforcent leurs capacités en matière de santé mentale et de soutien psychosocial. C'est à travers une formation initiée par l'Institut international de l'UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique avec le soutien du gouvernement japonais. Ce programme a pour objectif de vous doter ou de nous doter des outils nécessaires pour intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial dans nos pratiques quotidiennes. Nous allons exploiter ou explorer pendant ces 5 jours les défis spécifiques de la santé mentale dans l'éducation, découvrir ensemble des stratégies de soutien psychosocial et apprendre des techniques pratiques telles que les premiers secours psychologiques. Financé avec le budget supplémentaire 2023 du Japon à hauteur de 1 155 172 $ US, soit environ 700 millions de francs CFA. Ce projet prévoit l'organisation de 2 stages de formation au Mali. Sa mise en œuvre vise de manière globale à promouvoir la sécurité et le bien-être des communautés scolaires et à assurer la continuité de l'éducation dans les circonstances difficiles. Cet atelier marque une étape majeure dans les efforts du gouvernement pour transformer le système éducatif malien, selon le représentant du ministère de l'Éducation nationale. Le Mali, faut-il le rappeler, traverse depuis 2012
une crise multiforme qui impacte tous les acteurs, les secteurs d'activité. Elle a été marquée par de graves violations des droits des enfants, y compris le viol et la destruction des structures éducatives. Ces situations ont créé les conditions favorables à la détresse psychosociale, à la détresse psychologique, aux troubles de la santé mentale et aux situations traumatisantes, non seulement chez les enfants, je veux dire les élèves, mais aussi chez les enseignants. La présente activité vient donc à point nommé. À travers cette formation de 5 jours, les initiateurs aspirent à construire une école où les élèves se sentent protégés et soutenus, tant sur le plan académique qu'émotionnel. Ouverture à Bamako de l'atelier sur l'examen et la validation de 2 documents importants au compte du développement social. Il s'agit du document relatif au plan de développement et d'extension du registre social unifié et du questionnaire réservé. C'est une initiative de la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Le point avec Kouma Sissi. Améliorer le contenu du plan de développement et d'extension du registre social unifié et du questionnaire réservé, voilà tout le sens de cet atelier de 4 jours réunissant les acteurs de différentes structures. Ces 2 documents sont des outils de référence pour le gouvernement et ses partenaires pour prendre en compte les préoccupations des milliers de personnes qui ont besoin d'assistance sociale. Le registre social unifié est désormais considéré comme la porte d'entrée privilégiée de toutes les initiatives de protection sociale au Mali. Il est aussi un système ouvert, interopérable, avec d'autres bases de données nationales sur l'état des personnes. Le registre social unifié dispose d'une application mobile pour la collecte des données sur les ménages. Il garantit la protection des données à caractère personnel des ménages enregistrés à son sein. La Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire n'est pas seule dans cette démarche. Depuis plusieurs années, le Programme alimentaire mondial accompagne le gouvernement malien dans le renforcement du système de protection sociale en général et en particulier dans le développement du registre social unifié. Cet appui s'est traduit, entre autres, au cours de ces dernières années, par la collecte de données exhaustives d'environ 150 000 ménages répartis dans plus de 40 communes. Le registre social unifié prend en compte toutes les interventions de la protection sociale au bénéfice des personnes vulnérables, des déplacés, des indigents, des réfugiés, pour ne citer que cela. Contribution de la recherche archéologique à la connaissance de l'histoire du Mali, c'est le thème d'un colloque de 2 jours initié par l'Institut des sciences humaines de Bamako. Ce colloque qui réunit les universitaires venus de plusieurs pays à travers le monde suscite un grand intérêt scientifique avec la soumission de 44 propositions de résumé. La rencontre est aussi une occasion pour l'Institut de rendre hommage au Dr Cléna Sanogo, ancien directeur de l'Institut. Les détails avec Sidou Traoré. À la retraite depuis le 31 décembre 2013, Dr Cléna Sanogo bénéficie de son vivant de la reconnaissance de l'Institut des sciences humaines du Mali. C'est là, après 40 ans au service de l'archéologie, la science et la culture. Dr Cléna Sanogo fut directeur du Musée national du Mali entre 1974 et 1978. Ce colloque est organisé afin de valoriser et capitaliser ses recherches. C'est un devoir de mémoire pour nous d'honorer l'homme et son œuvre, afin que son dévouement pour la cause de l'archéologie, de l'histoire, de la culture et des valeurs africaines continue d'inspirer les jeunes générations. Étudiants, professeurs, chercheurs, partenaires et responsables au ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique apprécient la tenue de l'événement. La contribution de la recherche archéologique à la connaissance de l'histoire du Mali sera au cœur des travaux, un repère pour la jeune génération. Dr Cléna Sanogo a publié plusieurs ouvrages et articles scientifiques en histoire et en archéologie. Il détient une solide expérience en matière d'organisation d'activités culturelles et scientifiques, semaine de la jeunesse, biennale artistique et sportive et culturelle, soutenance de thèses, congrès,
colloque. 2 jours d'échanges scientifiques pour contribuer à une meilleure connaissance des sciences humaines et sociales et évoquer leur portée sur le développement. Le colloque va combiner des présentations en présentiel et des sessions en ligne afin de valoriser les travaux. L'Institut des sciences humaines envisage aussi de publier les communications dans la revue de l'établissement. À Ségou, le collectif des anciens élèves de l'école fondamentale de Dar Salam reconnaissent également le mérite de certains enseignants du dit établissement. Une reconnaissance qui s'est manifestée par la remise d'attestations et d'enveloppes symboliques à ces derniers. Les explications avec Amidou Diallo et Bassi Traoré. Le collectif des anciens élèves de l'école fondamentale de Dar Salam Ségou exprime sa reconnaissance à ces anciens enseignants. Une reconnaissance à travers la remise d'attestations et d'enveloppes symboliques. Le collectif vous a réunis tous ici ce matin à cette cérémonie pour prendre en témoin que nous serons éternellement reconnaissants envers ces hommes et femmes qui nous ont enseigné depuis notre tendre enfance avec amour et dévouement. Ces enseignants à la retraite se réjouissent de cette reconnaissance à leur égard, occasion pour eux d'inviter tous à œuvrer pour une école performante. Ce que vous nous faites, ça nous va droit au cœur. Et les mots nous manquent pour dire tout ce que nous ressentons actuellement au nom de nous tous, anciens directeurs, de tous nos collègues qui ont travaillé avec nous, ceux qui vivent et ceux qui ne sont plus là. Je vous remercie et je vous dis bonne continuation et bonne réussite. Reconnaître les mérites est une très bonne chose. Il encourage les travailleurs dans ce qu'ils font tous les jours. La cérémonie a aussi été marquée par la remise de prix à certains meilleurs élèves de l'école fondamentale de Dar Salam. La 3e édition du concours, le meilleur étudiant clinicien en théorie, s'est tenue le samedi dernier à la faculté de médecine. L'initiative est de la Renaissance Convergence syndicale. L'objectif est de promouvoir la culture de l'excellence en milieu universitaire. Le reportage de Dossé Babadjara. C'est un examen oral organisé entre les étudiants de la première année à la 3e année de médecine, de pharmacie et de l'odontostomatologie. Une compétition qui met aux prises 4 équipes composées chacune d'un ou de 2 spécialistes de ces 3 filières. Un espace de donner et de recevoir pour les étudiants de la médecine. L'objectif de ce concours n'est autre que de promouvoir la culture de l'excellence en milieu universitaire de façon générale et à la faculté de médecine et d'odontostomatologie ainsi qu'à la faculté de pharmacie de façon particulière. L'objectif recherché est de donner le plus vite possible la bonne réponse à chaque question des membres du jury. Selon le règlement qui a été présenté au tout début, nous sommes allés avec des questions en 2 phases. La première phase, c'était des questions à réponse rapide. Et la deuxième phase qui consistait à affronter 2 équipes afin de pouvoir choisir le vainqueur, c'était sous forme de cas cliniques. Et vraiment, les participants ont mérité. Ils ont bien répondu. À l'issue du premier tour, 2 équipes se sont qualifiées pour la finale. Une finale remportée par les internistes face à la morphine, avec une moyenne de 21 sur 26. Aujourd'hui, nous sommes animés par un sentiment de joie, vu que, comme je l'avais dit au départ, nous sommes une équipe qui, depuis l'an passé, nous nous sommes donné comme défi de remporter ce prix cette année. L'an passé, nous avons été 2e. Cette année, on s'est dit, coûte que coûte, nous allons remporter cette compétition et on l'a fait. Les 2 équipes finalistes ont toutes été récompensées. Aucun sacrifice n'est de trop dans le soutien et l'accompagnement des femmes qui travaillent nuit et jour pour nous sécuriser. En témoigne le geste de Adaman Koulibaly, un cultivateur à Campokoso, dans le cercle de Kemparana, région de San. Il vient d'offrir une tonne de céréales aux femmes, ceci malgré les préjudices causés par les inondations en 2024 dans son champ. Drissa Kone nous en parle dans ce reportage. C'est une ambiance empreinte de fraternité qui règne au gouvernorat à l'accueil de Adama Koulibaly. Ce patriote non moins paysan à Campogosso, cercle de Kimparana, est arrivé les mains chargées de céréales. 1 tonne, c'est ce qu'il peut offrir comme contribution d'effort de guerre aux femmes dans la quête du bien-être des Maliens.
Je donne ça pour l'amour du président de la transition, M. Assimi Goïta, par rapport à l'effort proprement dit pour nous autres qui sont là. Moi, je ne suis pas riche, mais le peu que je peux donner, ça c'est les céréales. Vraiment, c'est un geste à saluer. Ça montre que la population, d'une manière générale, fait confiance aux forces de défense et de sécurité, les soutient dans leur combat de tous les jours. Des poignées de main et une photo famille ont immortalisé l'instant. Dans la même dynamique, à Koutiala, l'association Ouyeko a offert 14 tonnes de céréales aux autorités régionales pour les FAMA et les armées du Niger et du Burkina Faso. Elle a aussi fait un don de sang pour les FAMA. Ces actions visent à contribuer à l'effort de guerre. Les détails de cette remise avec Brahima Kone et Amadou Dolo. L'association Ouyeko, qui signifie Unissons-nous en Mianka, est composée de plusieurs producteurs de céréales et de coton. Elle a compris qu'elle devra jouer sa partition dans l'édification du Mali à travers cette remise de 14 tonnes de céréales aux autorités régionales pour les FAMA. La clé de répartition inclut aussi les armées du Niger et du Burkina Faso. Chacun dans son rôle devra soutenir les autorités de la transition pour sortir notre pays de l'ornière. Ce don est donc la contribution de l'association Ouyeko à l'effort de guerre. La donation symbolise non seulement la solidarité, la bonne collaboration entre les FAMA et la population malienne, mais aussi participe à la consolidation des liens séculaires entre les États de l'AES. Pas seulement les paysans, tous les Maliens doivent s'unir et faire des dons aux soldats. Parce que c'est grâce à eux que les Mali existent aujourd'hui. On va parler de l'AES, les 3 pays, les autorités jeunes, les autorités soldats qui sont venus sauver l'AES. Vraiment, on les remercie. Satisfaction parce que, au-delà même de ces céréales, l'association également a décerné des attestations à l'endroit, en tout cas, de toutes les personnes qui se sont fait distinguer par leur solidarité et leur générosité à l'endroit, en tout cas, des personnes nécessiteuses. Et au nom des plus hautes autorités et au nom du gouverneur de la région, j'adresse mes vives félicitations à l'association Ouyeko. L'association Ouyeko a posé un autre acte de solidarité en faisant un don de sang visant à aider les blessés de guerre qui en ont besoin. Restons à Koutiala pour parler de l'inauguration de la salle de réunion du gouvernorat, une salle réhabilitée et équipée par certains opérateurs économiques de la région. Cette action est une marque de bonne collaboration entre l'administration et la population. En guise de reconnaissance, les partenaires ont reçu des attestations. Retrouvons Brahima Kone et Amadou Dolo. L'ancien réfectoire du gouvernorat de Koutiala transformé en salle de réunion a fait peau neuve. La réhabilitation et l'équipement de cette infrastructure sont des fruits de la bonne collaboration entre l'administration et 4 opérateurs économiques. Dans le cadre de son opérationnalisation, un grand projet de construction de la cité administrative a été initié et dont la première pierre fut posée en 2022. En attendant la réalisation de ce rêve, le gouvernorat, faute de salle de réunion digne de ce nom, a tendu la main à un certain nombre d'opérateurs économiques de la région pour réhabiliter et transformer cet ancien bâtiment en salle de réunion qui était presque en ruine. En réhabilitant ce bâtiment et en réalisant d'autres travaux dans la cour du gouvernorat, les PDG des groupes Tarador, Ikobo, ETS, Sédou Koulibaly et EMDD se disent fiers d'accomplir un devoir citoyen. Sentiment de fierté et de joie. Je crois que le général Assimi a toujours dit que chacun doit faire sa part pour ce pays. C'est là où nous sommes. Je crois qu'on a commencé le pas avec mes collègues, les opérateurs économiques, qui m'ont beaucoup respecté. On doit continuer. Le général Assimi Goïta, il faut qu'on l'aide. Le peu que nous savons, c'est le peu qu'on peut faire. Là où nous sommes, il faut qu'on travaille pour ça. Les 4 opérateurs économiques ayant réhabilité la salle de réunion du gouvernorat ont reçu des attestations de reconnaissance de la part de l'administration. Les ambitions de Koutiala sont grandes.
dans le domaine de la promotion du développement et de la stabilité du Mali. Nous espérons avec forte conviction que cette expérience contribuera efficacement à renforcer la relation entre États et les situations engagées pour la patrie. Mais dans la main, les autorités régionales et les opérateurs économiques de Koutiala doivent pouvoir faire tâche d'huile dans le développement de la région. De Koutiala, rendons-nous à Sikasso où les membres du comité directeur local de la Jeune Chambre internationale viennent d'être renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Les 15 membres du comité ont un mandat d'une année pour mettre en œuvre les grands projets de la mandature 2025. C'était à la faveur de la 30e rentrée solennelle de la DCI Sikasso. Le point de cette rentrée avec Moussokoro Sireme et Daouda Konati. La passation des témoins entre l'immédiat passe-président et les présidents entrants est l'un des actes forts de cette rentrée solennelle de la Jeune Chambre Sikasso. Les mains levées, les 15 nouveaux membres du comité directeur local prêtent serment et s'engagent ainsi pour la mise en œuvre des projets de développement communautaire au profit de la population. Au-delà de notre vision, je tiens à mentionner un projet qui nous tient particulièrement à cœur, la création d'une véritable place de la Jeune Chambre internationale Sikasso dans notre ville, afin de créer un environnement propice à la concrétisation de nos projets. Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons renforcer notre impact tout en restant fidèles à nos valeurs de responsabilité, d'intégrité, d'innovation et de solidarité. Pour la mise en œuvre de ce plan d'action, la Jeune Chambre internationale Sikasso a choisi comme thème cette année entrepreneuriat et leadership jeune, facteur de développement. Nous sommes dans une zone agro-silvo-pastorale. C'est un entrepreneur, quand tu réussis bien, tu peux aider à développer ta localité et à recruter d'autres jeunes. Donc les jeunes vont avoir de l'emploi et ils vont aussi s'inspirer et à faire la même chose. Parce que tout n'est pas l'État. Nous devons veiller à ce que les conditions d'accès au financement et de la formation et à l'accompagnement soient améliorées pour vous permettre de réussir. Cette 30e rentrée solennelle est une occasion pour le président sortant de faire le bilan des réalisations de sa mandature, au nombre desquelles des campagnes de dépistage du cancer du col de l'utérus, des sensibilisations sur la consommation de stupéfiants en milieu scolaire. L'événement est marqué par des jeux concours sur la vie de l'organisation, des séances de distinction et des récompenses du mérite, le tout sanctionné par des prestations d'artistes. C'est la fin donc de ce journal. À 20h, vous avez rendez-vous avec Kariatou Kone pour la grande édition du soir. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.